Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Commençons d'abord par la loi 96, dont l'objectif, c'est de s'assurer que le français est utilisé exclusivement dans les lieux de travail et les municipalités du Québec. Qu'est-ce qui suscite vos craintes dans cette toute nouvelle législation québécoise? Écoutez, d'abord, il faut souligner que je suis québécois et donc je surveille la loi non seulement comme ministre de la Justice, mais aussi comme citoyen. Et nous voulons tous protéger le français. Nous voulons tous non seulement protéger le français, mais faire en sorte que le français continue à s'épanouir. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec notre projet de loi pour protéger les langues officielles, où on a traité le Québec d'une façon et le français au Québec d'une façon asymétrique pour la première fois dans l'histoire du Canada. Ouais. Avec le projet de loi 96, en tant que juriste, j'ai des craintes pour l'accès à la justice en anglais qui est protégé dans la Constitution. Il faut évidemment voir la mise en œuvre, mais certaines mesures proposées, comme la façon dont la loi voudrait choisir les juges, ou bien les obligations de traduire les documents, ça pourrait ça pourrait être une entrave ou ça pourrait avoir un impact négatif sur l'accès à la justice en anglais. Si c'est le cas, ça va aller contre l'article 133 de la Constitution. Il y a aussi le statut des peuples autochtones, et ça aussi, en tant que juriste, c'est quelque chose qui me concerne. Évidemment, en tant que citoyen, j'ai peur pour l'accès à l'éducation, j'ai peur pour l'accès aux services de santé, et le tout protégé par l'utilisation préventive de la clause non-obstant. On va y revenir Exactement. dans un instant, parce que vous dites, bon, il faudra voir la mise en œuvre de cette loi, parce qu'on sait que vous avez annoncé la semaine dernière que votre gouvernement va intervenir dans une contestation devant la Cour suprême d'une autre loi québécoise, la loi 21 sur la laïcité, qui est en vigueur donc au Québec depuis 2019. Est-ce qu'Ottawa pourrait contester de la même façon la loi 96? Oui, c'est une possibilité. Pour l'instant, comme j'ai dit, on va voir la mise en œuvre. Parce qu'il y a des façons d'implémenter la loi 96 qui pourraient rester à l'intérieur des compétences du Québec, ou aussi à l'intérieur de la Constitution canadienne. Donc, on va surveiller de près la mise en œuvre de la loi pour voir s'il dépasse ses limites. Parlons maintenant de l'utilisation de la clause non-obstant de la Charte canadienne des droits et libertés. On sait que le gouvernement du Québec, dans le cadre des deux lois, 96 et 21, a eu recours à non-obstant avant même d'adopter les législations, avant même qu'elles soient contestées devant les tribunaux. Le Québec, visiblement, n'hésite pas à utiliser la clause non-obstant. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder par le gouvernement de François Legault? J'ai des inquiétudes, je l'avais dit dès le début. C'était toujours envisagé, je me souviens des débats au début des années 80, c'était toujours le dernier mot. Donner le dernier mot à la législature en dialogue avec les tribunaux. Et donc, c'était pas conçu d'être le premier mot, de effectivement contourner les analyses politiques ou les analyses juridiques, surtout devant les tribunaux. Et c'est exactement l'impact que l'utilisation préventive accomplit. Et c'est quelque chose qui va contre même la structure de la Charte. La Charte donne, soit la Charte canadienne, soit la Charte québécoise. Ouais. Les chartes donnent une énumération des droits protégés et puis un article pour équilibrer les limites dans une société libre et démocratique. Est-ce que et puis ensuite, il faut aller à la clause non-obstante après avoir eu un jugement d'un tribunal. Justement, est-ce que la contestation du gouvernement fédéral pourrait porter sur la façon dont on utilise non-obstant aujourd'hui, 40 ans finalement après l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés? Tout à fait. Je vais pas, effectivement, on verra l'étape. On verra évidemment le jugement de la Cour d'appel du Québec. Et ensuite, si l'appel,
si l'appel est accueilli par la Cour suprême, s'il y a une demande, avant tout, nous allons surveiller les arguments. Mais oui, c'est un argument potentiel. Certainement, c'est l'inquiétude que j'ai en tant que juriste, en tant que ministre. Oui. Entre-temps, il y a le premier ministre du Québec, M. Legault, qui dit que c'est un manque de respect de la part de votre gouvernement de vouloir contester des lois qui sont dûment adoptées par l'Assemblée nationale. Il y a le ministre Jolin Barrette qui dit même à Ottawa de se mêler de ses affaires. Est-ce que votre gouvernement est en train de donner des munitions au gouvernement autonomiste de François Legault à la veille des élections au Québec, vous croyez? Pas du tout. Ils sont en train de faire la politique. Écoutez, le gouvernement de Legault a contesté la loi fédérale sur le prix sur la pollution. Ils ont contesté une loi fédérale qui reconnaissait le droit des Autochtones de s'occuper de leurs propres enfants. Et ils sont allés devant les tribunaux, ils ont contesté la compétence fédérale. Ils ont perdu les 2 fois. Mais c'est normal. Depuis le début du pays, effectivement, on a chaque palier du gouvernement qui conteste les limites, les compétences de l'autre. Je peux sourire en disant qu'une cour de droit en première année, une cour de droit constitutionnel en première année est remplie des contestations de l'un côté ou l'autre. C'est pas un manque de respect, c'est normal. Ouais. Et ils sont en train de jouer la politique. Alors, on verra les suites qu'on va donner à ces lois 81. Monsieur le ministre, j'aimerais qu'on parle maintenant du nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu que votre gouvernement a déposé ce lundi. Donc, vous annoncez un gel national des armes de poing qui va empêcher d'acheter des nouvelles armes de poing, de les vendre, de les transférer. Pourquoi votre gouvernement n'y est pas allé avec une interdiction nationale pure et simple des armes de poing? C'est une façon non seulement de geler le marché ou de mettre une cape sur la quantité d'armes de poing dans le pays, mais c'est aussi une façon de respecter la grande majorité des propriétaires qui suivent des règlements, qui suivent des lois. Et donc, c'est très important de le respecter aussi. Ils pourraient continuer à être propriétaires de leurs armes à feu. Oui, parce qu'ils ont déjà comme des droits acquis, finalement. Ils vont garder un droit acquis. Tout à fait. Et donc, évidemment, on a des limites sur les transferts, etc. Mais l'important, c'est vraiment d'agir parce qu'il y a un défi dans le pays, justement à travers le pays, au Québec, en Ontario, dans les autres provinces aussi. Oui. Je vais terminer avec les armes semi-automatiques parce qu'il nous reste quelques secondes seulement. Les groupes de pression comme Police se souvient réclament depuis des années une vraie interdiction au Canada des armes d'assaut. Il y a encore plusieurs modèles qui échappent à l'interdiction alors qu'il y a des nouveaux modèles qui continuent d'être mis sur le marché au Canada. Quand on regarde ce qui s'est passé encore la semaine dernière dans une école primaire du Texas, 19 enfants tués par une arme semi-automatique, est-ce que votre gouvernement aurait pu en faire plus quant aux armes d'assaut, aux armes de type militaire? On a déjà fait beaucoup. On a commencé avec 1500 armes à feu sur la liste. Maintenant, on a ajouté à peu près 300. On va continuer d'en ajouter et on va continuer à travailler sur la définition pour avoir une définition qui est globale. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait réitéré aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler, surtout avec Police se souvient et d'autres, pour avoir une réponse cohérente. Mais l'arme à feu est déjà bannie. L'arme à feu employée au Texas, si je ne me trompe pas, est déjà bannie au Canada. Oui, donc on verra si l'interdiction va plus loin éventuellement. David Lametti, je rappelle que vous êtes ministre de la Justice. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.